J'espère que vous allez bien, sincèrement, moi. Disons que j'ai le cerveau en vrac. Aujourd'hui, 30 octobre 2025, il m'est difficile de poser mes mots, tant la stupeur est grande. On s'attendait à une journée chaotique tendue comme un fil à New York, là où le Conseil de sécurité de l'ONU devait trancher sur le sort du Sahara occidental. On pensait que le choc viendrait de là. Et pourtant, la secousse la plus brutale est venue de Paris. Alors que tous les regards étaient tournés vers la scène internationale, c'est sous les dorures de l'Assemblée nationale française qu'un événement inattendu a fait l'effet d'un séisme, un vote surprise, un coup de théâtre politique. Le Parlement a adopté une motion réclamant la suppression des accords franco-algériens de 1968, un texte fondamental qui encadre depuis plus d'un demi-siècle les droits des Algériens installés en France. Et tenez-vous bien, cette offensive n'est pas l'œuvre des partis traditionnels, non. C'est le Rassemblement national, anciennement Front national, l'extrême droite menée aujourd'hui par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui signe ce coup spectaculaire. C'est la toute première fois, je le souligne, la toute première qu'il décroche une telle victoire parlementaire. Une onde de choc traverse la politique française, un vrai tremblement de terre idéologique. C'est du jamais vu dans l'histoire politique française. Pour la toute première fois, le Rassemblement national, ce parti longtemps relégué aux marges de la République, a réussi à faire passer un texte à l'Assemblée nationale. Oui, vous avez bien entendu, l'extrême droite a enfin décroché une victoire législative. Et forcément, depuis ce vote, les plateaux télé et les analystes politiques s'enflamment chacun y allant de sa lecture et de sa panique. Alors qu'a-t-il bien pu se passer ? Le Parlement a adopté une proposition de résolution portée par le Rassemblement national. Ce texte symbolique exige purement et simplement la dénonciation des accords franco-algériens signés en 1968, ces accords qui depuis plus d'un demi-siècle définissent le cadre juridique liant Paris et Alger en matière de circulation et de séjour des personnes. Un geste à la fois politique provocateur et lourd de sens qui marque une étape inédite pour le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le suspense était digne d'un thriller politique 185 voix contre 184, une seule voix d'écart, à peine un souffle, mais suffisant pour offrir au Rassemblement national une victoire symbolique, sa première vraie bataille, gagnée à l'Assemblée nationale. Oui, pour la première fois dans l'histoire de la République, un texte porté par l'extrême droite a franchi la barrière du vote parlementaire. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par les titres racoleurs, il ne s'agit pas d'une loi qui entre en vigueur demain matin. Ce vote, c'est avant tout un geste politique, une déclaration d'intention sans force juridique. Autrement dit, le gouvernement n'est pas tenu d'obéir à ce que les députés ont décidé. Le Parlement peut exprimer son opinion, mais il ne peut ni imposer, ni abroger, ni enterrer l'accord franco-algérien de 1968. C'est un signal fort, certes, mais rien de plus qu'un symbole pour l'instant. Pourquoi, me direz-vous, ce vote n'a-t-il pas de conséquences immédiates ? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une loi, mais d'une résolution symbolique. Autrement dit, un texte qui exprime un souhait politique, pas une obligation juridique. Le Parlement français peut bien taper du poing sur la table, réclamer, protester ou même crier très fort. Au final, sa voix n'a ici qu'une portée déclarative. Car il faut le rappeler, les accords internationaux dépassent en autorité les lois nationales. C'est le cas en France comme dans la majorité des États du monde. Ce genre d'engagement est conclu entre gouvernements signés par des chefs d'État, pas par des députés. Le Parlement peut donner son avis, il peut applaudir ou désapprouver, mais il ne détient pas le pouvoir d'effacer un traité. En clair, la clé du sort de l'accord franco-algérien de 1968 est entre les mains d'un seul homme, Emmanuel Macron. C'est à lui et à lui seul de décider s'il faut l'abroger, le modifier ou le conserver. Qu'on se le dise, pour l'extrême droite française, c'est un joli trophée à accrocher au mur, une victoire qui, aux yeux de certains, ressemble à une gifle bien senti infligé au régime algérien. Éric Ciotti. Oui, l'ami fidèle du Rassemblement national et patron de la droite dure version UDR n'a pas mâché ses mots. Selon lui, la France a enfin cessé de courber l'échine devant une dictature qui l'humilie depuis trop longtemps. Mais ce qui a rendu cette journée encore plus surréaliste, c'est l'attitude du camp présidentiel. Les députés de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, ont tout simplement disparu au moment du vote. Pchit, évaporé.
Pendant que la droite classique, la gauche insoumise, et les troupes de Marine Le Pen se livraient une bataille dans l'hémicycle, les macronistes ont choisi le silence. Pas un vote, pas un mot, rien. L'absence en politique peut parfois faire plus de bruit qu'un discours. Il aura suffi d'une seule voix, une seule, un petit rien qui aurait tout changé. Si un député s'était levé pour voter contre cette résolution explosive, serait tombé à l'eau étouffée dans l'œuf. Le Rassemblement national aurait vu sa victoire s'évaporer et les accords franco-algériens de 1968 auraient été laissés intacts. Mais devinez quoi? Les députés macronistes ont choisi de briller par leur absence. Ce retrait-iam stratégique ou calculé, allez savoir, a laissé le champ libre à l'extrême droite. Une simple abstention collective qui, par un étrange hasard, a permis à la résolution de passer. Et aujourd'hui, certains y voient une complicité silencieuse ou au minimum un abandon opportun. Coïncidence. Ce genre de silence en politique souvent parle plus fort qu'un discours. En tout cas, si on en croit ce que murmurent les coulisses et les bons contacts dans la presse politique française, cette mise en retrait n'a rien d'un hasard. C'est aussi mon analyse partagée par plusieurs confrères bien connectés à l'appareil politique parisien. Selon eux, le retrait du camp macroniste, avec en tête Gabriel Attal, aurait été parfaitement orchestré. Loin d'un oubli ou d'une négligence, cette absence serait plutôt une manœuvre discrète mais efficace, ne surtout pas s'opposer ouvertement à la résolution, tout en évitant le scandale d'un soutien explicite. Résultat, en quittant volontairement l'hémicycle, ils ont laissé le champ libre au Rassemblement national et à ses partenaires de la droite classique pour rafler la mise. Une stratégie du ni pour ni contre, mais surtout absent au bon moment. Certains soutiens satellites du pouvoir ont eux choisi de jouer les francs-tireurs. C'est le cas du parti Horizon fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ces derniers n'ont pas hésité à lever la main en faveur de la résolution présentée par le Rassemblement national. Oui, ils ont voté pour la dénonciation des accords de 1968. Mais attention qu'on ne s'y trompe pas. Ces alliés ne sont que des seconds rôles dans l'orchestre présidentiel. Ils gravitent autour, mais ne composent pas le noyau dur du macronisme. Le vrai cœur du réacteur, c'est le parti Renaissance, piloté aujourd'hui par Gabriel Attal. Et ce dernier absent. Ni vu ni entendu au moment du vote, son silence a donc pesé lourd. Alors oui, son absence, lui qui a été Premier ministre, tout de même n'est pas passé inaperçu. Elle a semé des interrogations, éveillé des soupçons, déclenché des murmures. Mais soyons honnêtes, le manège est clair comme de l'eau de roche. Le camp macroniste n'a tout simplement pas voulu se mouiller. Car peu importe la direction choisie, la sortie était piégée. S'ils avaient été votés contre la résolution, on les aurait accusés d'être des alliés du régime algérien, voire des défenseurs d'un pouvoir autoritaire. Et s'ils avaient voté pour, on leur aurait collé l'étiquette d'algérophobe au service de l'extrême droite. Pris entre deux incendies, ils ont donc préféré l'option la plus sûre, disparaître. Ni coupable, ni complice, juste absent. Les accords de 1968. Aujourd'hui, on les brandit à tort et à travers, transformés en punching ball politique sur les plateaux télé et dans les joutes parlementaires. Et pourtant, ils n'ont strictement rien à voir avec le régime actuel de Tebboune. Ces textes ont été signés bien avant qu'il ne pointe le bout de son nez dans l'arène politique. Nous sommes en décembre 1968, à peine quelques années après l'indépendance de l'Algérie et aucun Tebboune à l'horizon évidemment. Depuis leur signature, ces accords ont d'ailleurs connu plusieurs mises à jour en 1985, puis en 1994 et enfin en 2001. Et malgré ces révisions successives, une partie de la classe politique et des médias français continue de les tordre, de les caricaturer comme s'il s'agissait d'un pacte honteux entre Paris et un pouvoir oppressif. Résultat, on instrumentalise un texte historique pour en faire une arme politicienne loin de sa vocation initiale. Non vraiment aucun lien direct avec le régime Tebboune. Faut arrêter avec cette confusion entretenue à dessein. Le président Tebboune est arrivé aux manettes en 2019, bien après la naissance de cet accord de 1968, vieux de plus d'un demi-siècle. Supprimez ce texte. Ce ne serait pas un coup de massue pour lui. Pire ou mieux, selon les camps, ce serait du pain béni. Il pourrait s'en servir comme d'un carburant hautement inflammable
pour relancer ses discours anti-France, raviver son bras de fer diplomatique et se poser en victime du néocolonialisme. En d'autres termes, ce retrait pourrait bien renforcer son récit plutôt que le fragiliser. Cela dit, remettons les choses à leur place. Pour l'instant, et j'insiste pour l'instant, cette histoire ne produit aucun effet concret. Pas de bascule législative, pas de changement sur le terrain. Tout ce qu'on a là, c'est une secousse symbolique, un coup de projecteur politique. Ce vote, c'est une déclaration d'intention lancée par les représentants du peuple français. Un message clair, ils ne veulent plus de cet accord de 1968. Ils demandent sa suppression, sa révocation, son enterrement. Mais voilà le hic, tant qu'Emmanuel Macron ne sort pas son stylo présidentiel, ce texte reste bien en place. Alors oui, les députés se sont exprimés, mais le pouvoir exécutif, lui, n'a pas encore bougé d'un millimètre. La grande question maintenant, la France peut-elle rayer cet accord d'un trait de plume toute seule comme une grande? Eh bien, spoiler alert, la réponse ne tient pas en une phrase. Et je vous garde le détail croustillant pour la prochaine émission. Pourquoi? Parce que la question est piégeuse, pleine de subtilités juridiques. En vérité, contrairement à ce que certains politiciens en campagne ou quelques médias trop pressés aiment faire croire, la France ne peut pas claquer la porte toute seule. Elle n'a pas carte blanche. Elle est engagée, liée et, disons-le franchement, légalement ficelée. Cet accord n'est pas un contrat de location qu'on résilie par un simple recommandé. Non, il y a des contraintes internationales et Paris ne peut pas agir comme si elle était seule maître à bord. Mais à ce stade, il serait peut-être temps de poser quelques questions embarrassantes à M. Abdidon. Car si tout cela se confirme et tout porte à croire que c'est le cas, alors même si dans l'absolu la disparition de cet accord ne fera sans doute pas trembler les murs du palais présidentiel de Tebboune, elle risque fort de lui coûter cher ailleurs. Non, ce ne sera pas un séisme institutionnel, mais sur le terrain de l'image devant l'opinion publique algérienne, c'est une claque symbolique, un camouflet, une perte de crédibilité dont il aura du mal à se relever. Et dans le jeu politique, parfois, la perte de face est bien plus dangereuse qu'un revers concret. Qu'on le veuille ou non, la chronologie parle d'elle-même, la contestation des accords de 1968 n'est pas tombée du ciel. Elle a éclaté pile au mauvais moment, ou plutôt juste avant l'embrasement diplomatique entre Paris et Alger à la toute fin juillet 2024. Une coïncidence? Laissez-moi rire. Au départ, cette initiative n'était portée que par une poignée de figures bien identifiées, les visages familiers de l'extrême droite, les ténors du Rassemblement national, leurs alliés, leurs cousins politiques, leurs amis de toujours. Bref, une campagne lancée en cercle fermé, dans une ambiance très calculée, bien avant que tout ne dégénère publiquement. Depuis juillet 2024, c'est un véritable naufrage diplomatique entre Alger et Paris, une crise qui ne faiblit pas, une tension installée dans la durée, un dialogue devenu inexistant. Mois après mois, les malentendus s'accumulent, la méfiance s'installe et la coopération a disparu du paysage. À ce jour, toujours aucun ambassadeur algérien en poste à Paris depuis l'été 2024. Et côté français, l'ambassade à Alger est restée orpheline depuis avril 2025. Résultat, un gel total des relations, une glace épaisse entre les deux capitales. D'un côté, Alger adopte une ligne dure hostile aux intérêts tricolores. De l'autre, Paris répond du tac au tac avec une politique tout aussi peu amicale envers les Algériens. Et dans ce bras de fer, ce sont les intérêts algériens en France qui commencent à sérieusement vaciller. Soyons clairs, cet accord n'est pas un détail administratif oublié dans un tiroir poussiéreux. C'est un véritable levier juridique et humain pour des milliers d'Algériens. Certes, il n'est pas parfait, aucun texte ne l'est, mais ses avantages sont si considérables qu'on ne peut pas les balayer d'un revers de main. D'abord, sur le terrain du regroupement familial, il fait toute la différence. Il facilite grandement les démarches pour les Algériens souhaitant rejoindre leurs conjoints, se marier ou s'installer légalement en France. Un pont administratif que bien d'autres nationalités n'ont pas. Ensuite, parlons de ce sésame de résidence. Les ressortissants algériens n'ont pas besoin de gravir une montagne de démarches pour décrocher le fameux certificat de séjour de 10 ans. Alors que d'autres Marocains tunisiens ou autres doivent franchir obstacle après obstacle, les Algériens, eux, obtiennent cet accès quasi directement, souvent dès leur arrivée, via un simple dossier de regroupement familial. Et ce n'est pas tout, les commerçants, artisans, investisseurs algériens bénéficient aussi de passerelles administratives allégées
pour exercer ou créer une activité en France. Bref, cet accord, c'est une clé précieuse. Et l'acheter, ce serait claquer une porte sur des générations entières. Mais attention, tout n'est pas rose dans ce fameux accord. Il cache un vilain point noir et pas des moindres, les étudiants algériens y sont les grands oubliés. Alors que d'autres peuvent jongler librement entre études et petits boulots, eux doivent obligatoirement décrocher une autorisation de travail temporaire. Une paperasse de plus, un obstacle de trop, et ce n'est pas fini, toute une panoplie de dispositifs avantageux leur passe sous le nez. Titre de séjour talent, facilité pour les diplômés étrangers, autant de portes fermées à double tour simplement parce qu'ils relèvent encore du cadre rigide de l'accord de 1968. Un texte censé protéger mais qui, dans ce cas précis, agit comme une barrière invisible pour toute une jeunesse en quête d'avenir. Certes, il y a des failles dans cet accord, mais soyons honnêtes, les bénéfices surpassent largement les défauts et ce n'est pas une opinion, c'est une réalité chiffrée. Pourquoi? Parce que l'immigration algérienne vers la France repose avant tout sur des liens familiaux. Oui, l'essentiel, c'est la famille. Les étudiants. Ils représentent à peine 34 000 à 35 000 individus, une goutte d'eau dans l'océan migratoire. La vraie majorité, ce sont ces millions de Franco-algériens ou d'Algériens naturalisés installés en France grâce à l'histoire familiale des parents venus travailler un mariage, un regroupement familial. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, entre 55 et 60% des arrivées algériennes se font pour des raisons familiales et non économiques. Ce sont les données officielles qui ne le confirment pas, des impressions ou des approximations. Autrement dit, l'ADN de cette immigration, c'est le lien du sang, pas la quête de profit. Cet accord de 1968, qu'on le veuille ou non, reste une pièce maîtresse, un socle juridique discret mais déterminant. Et pourtant, il est aujourd'hui fragilisé non pas par sa propre obsolescence, mais par le bras de fer inutile qu'a choisi d'engager M. Tebboune avec la France. Résultat, zéro gain. Nada. Si la confrontation s'était limitée à la question du Sahara occidental et aux tensions classiques, avec le Maroc, on aurait pu y voir une posture géopolitique classique, presque attendue. Mais non. On a préféré rajouter de l'huile sur le feu jusqu'à provoquer une série de tensions d'une rare intensité depuis l'été 2024. Résultat, climat empoisonné, rancune, croisée et montée en flèche d'un sentiment anti-algérien dans l'Hexagone. Et pourquoi? Pour rien. Et comme si la crise ne suffisait pas, le cocktail explosif s'est enrichi d'une série de provocations en cascade. D'abord, l'arrestation de Boualem Sansal, puis celle de Christophe Glemaud, un journaliste sportif jeté derrière les barreaux. Ajoutez à cela les influenceurs algériens qui en toute impunité appelaient à la violence aux agressions sur le sol français sans la moindre condamnation officielle. Mais ce n'est pas tout. Alger a bloqué les fameux laissez-passer consulaires, refusant de rapatrier ses ressortissants au profil jugé dangereux, ceux impliqués dans des actes de criminalité en France. Et comme si cela ne suffisait pas, le clash diplomatique s'est transformé en pugilat personnel avec un affrontement ouvert entre le régime algérien et l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et le bouquet final des menaces et des sanctions économiques qui ont fragilisé des pans entiers des intérêts français en Algérie. Bref, un chaos diplomatique savamment orchestré et terriblement coûteux. On ne pouvait pas faire mieux pour servir sur un plateau d'argent les arguments du lobby anti-algérien en France. Le régime algérien a littéralement déroulé le tapis rouge à ceux qui n'attendaient que la moindre occasion pour frapper. Et ces derniers ne se sont pas fait prier. Pourquoi continuer à accorder des privilèges à des ressortissants dont l'État multiplie les provocations, insulte la France, emprisonne ses citoyens et cultive une diplomatie du ressentiment? Des arrestations de figures franco-algériennes comme Boualem Sansal ou Christophe Glemaud n'ont fait qu'alimenter ce discours. Qu'on l'accepte ou non, ces hommes sont aussi français et leur sort résonne comme une gifle symbolique. Aujourd'hui, on récolte les fruits amers de cette politique agressive menée par le régime de Tebboune. Jamais la haine envers les Algériens n'a autant gagné du terrain en France. Jamais les extrêmes, qu'elles soient de droite dure ou carrément xénophobes, n'ont eu autant de carburant populiste entre les mains. Et la remise en question des droits des Algériens établis en France, elle n'a jamais été aussi virulente, aussi brutale, aussi assumée.
Tout cela trouve son origine dans le bras de fer absurde et perdant entamé par Abdi Tebboune contre la France. Un bras de fer qui a surtout brisé les siens. Tout est parti d'une simple protestation. Alger n'a pas digéré que Paris reconnaisse la souveraineté du Maroc. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Après tout, on avait bien géré une crise similaire avec l'Espagne. Mais cette fois, le régime algérien a choisi la voie de l'escalade et pas à moitié arrestation de citoyens français, campagne de dénigrement contre les dirigeants de l'Élysée, menaces voilées sur les aides et même agression d'opposants politiques. Pire encore, certains agents zélés ont franchi la ligne rouge en exportant la violence jusqu'en France, des intimidations, des agressions, des tentatives de semer le désordre sur le sol français. Là, clairement, la frontière du raisonnable a été pulvérisée. Et maintenant, le régime de Tebboune récolte les fruits amers de sa propre stratégie. Ce qui se passe aujourd'hui en France n'est que le reflet de ce qu'il a semé. Il ne faut donc pas s'étonner de voir le Rassemblement national et les mouvements anti-algériens gagner du terrain. L'opinion publique française, elle n'est plus dupe, l'image de l'Algérie s'est ternie lentement, mais sûrement depuis le début de cette crise politique et diplomatique entre Alger et Paris. L'image de l'Algérie en France, elle s'est effondrée. Aujourd'hui, quand on en parle dans les médias, c'est presque toujours sous le prisme du scandale, les migrants algériens qu'on ne renvoie pas, ceux qui posent problème, qui troublent l'ordre public. Ce sont eux qu'on montre, qu'on pointe du doigt. Et pendant ce temps, la grande majorité des Algériens, travailleurs exemplaires, médecins, ingénieurs, commerçants, vivent paisiblement, paient leurs impôts, contribuent à la société sans jamais faire la une. Mais à cause d'une petite minorité mal intégrée plongée dans la délinquance ou les trafics, c'est tout un peuple qu'on stigmatise. Et pourtant, rien ne justifie que l'État algérien refuse de reprendre ceux qui enfreignent la loi. Rien. Pas la moindre excuse valable. Ce chantage à l'immigration, c'est une honte nationale. Le régime Tebboune en a fait une arme politique, un levier cynique face à Paris. Et évidemment, la droite et l'extrême droite française s'en sont emparés avec jubilation, criant victoire et réclamant la fin de l'accord de 1968, un texte pourtant fondateur. Parce qu'il faut le rappeler, cet accord n'est pas un simple papier diplomatique, il est né dans le sillage des accords d'Évian, dans la foulée de la décolonisation. C'est un morceau d'histoire, un symbole de la souveraineté, retrouver un pont entre deux peuples liés par le passé. L'abroger, ce serait effacer un chapitre essentiel de la mémoire algérienne. La disparition des accords de 1968, c'est un séisme diplomatique pour l'Algérie, un revers cinglant sur le plan symbolique et humain. Ce n'est pas qu'un texte qu'on efface, c'est tout un pan de privilèges arraché à la communauté algérienne de France qui s'effondre. Qu'on l'admette ou pas, c'est une perte nette, celle du regroupement familial facilité du droit, à s'installer plus librement, de l'accès simplifié au travail pour les commerçants, les artisans et surtout de la fameuse carte de résidence de 10 ans, ce précieux sésame qui garantissait une stabilité rare. Résultat, des millions d'Algériens verront leur quotidien bouleversé directement ou indirectement par cette décision. Pour l'instant, attention, rien n'est encore acté. L'accord n'est pas juridiquement abrogé, sa mort est politique avant d'être légale. Le Parlement a parlé oui, mais il ne peut pas imposer. Il suggère, il presse le gouvernement français de tourner la page sans pouvoir lui dicter sa conduite. Cependant, dans une démocratie, la voix des élus finit toujours par peser. Et tôt ou tard, l'exécutif devra écouter cette pression venue de l'Assemblée. Ce sera une épreuve délicate, un casse-tête diplomatique et politique, mais tout ça, on le décortiquera plus en profondeur dans une prochaine émission. Alors qu'on scrutait New York suspendu au vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur la résolution américaine concernant le Sahara occidental, le véritable coup de tonnerre est tombé ailleurs à Paris, là où on ne s'y attendait pas. L'extrême droite française vient d'obtenir sa première victoire historique à l'Assemblée nationale, une résolution votée adoptée et surtout dirigée frontalement contre les intérêts algériens. Un texte symbolique mais au poids politique redoutable, un texte qui, sans exagérer, met un genou à terre à la diplomatie d'Alger. Et soyons honnêtes, le responsable a un nom. Tebboune. Oui, cette stratégie de confrontation permanente avec la France n'a rien produit, sinon des défaites symboliques et diplomatiques en série. Regardons en arrière 2 ans de brouille avec l'Espagne. Résultat,
Retour à la case départ, sans la moindre concession espagnole, sans le moindre gain pour Alger. Et maintenant, rebelote avec Paris. Des tensions, des discours grandiloquents, des ruptures théâtrales. Pourquoi au juste rien? Absolument rien. Au lieu d'apaiser les tensions, on souffle sur les braises. Chaque discours, chaque provocation, chaque geste mal calculé vient nourrir le feu du ressentiment anti-algérien. Résultat, la droite nationaliste, la droite dure et même l'extrême droite française se frottent les mains. Ce qui devait être une démonstration de fierté nationale s'est transformé en un cadeau politique offert sur un plateau d'argent à Marine Le Pen et ses alliés. L'opinion publique française glisse lentement mais sûrement dans le camp de ceux qui voient désormais l'Algérie comme un problème plutôt qu'un partenaire. Et tout ça, c'est le fruit amer de la politique brouillonne, orgueilleuse et mal inspirée de Tebboune. Une stratégie qui, au lieu de défendre l'Algérie, l'isole un peu plus chaque jour.